Merci d'être venus si nombreux sur cette première édition de la Journée de la Fab numérique. Pour nous, c'est important de parler de toutes ces nouvelles technologies qui touchent et qui impactent tous les secteurs de l'entreprise. Alors, on parle d'industrie du futur, mais ça touche tous les secteurs. Et donc, nous avons plusieurs conférences, comme vous voyez ici derrière. Et la première, donc je vais passer le relais à Patrice Bersani, qui va animer toutes ces conférences au fil de la journée. Donc, c'est ADN, qui est partenaire de cette édition, qui est la filière du numérique. Et donc Patrice Bersani qui va animer toutes ces conférences. Et la première conférence, c'est l'Alliance pour l'industrie du futur, avec Monsieur Frolicher, donc pour parler de cette notion d'industrie du futur au sens large et qu'est-ce que ça impacte. Merci Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme vient de le dire Pierre, on est vraiment on est en train de vivre un réel bouleversement qui est déjà en marche. On parle effectivement d'industrie du futur, d'usine du futur, mais il faut corréler ça aussi avec d'autres domaines qui concernent l'Internet des objets, le big data et l'intelligence artificielle. Donc je pense que c'est des sujets qui vous parlent, puisque aujourd'hui les médias en parlent vraiment très très régulièrement. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça en termes d'innovation technologique, mais qu'est-ce que ça implique aussi dans notre quotidien à très court terme, je pense. Comment ça va recomposer nos façons de travailler, comment ça va recomposer aussi nos villes, nos façons de se déplacer, avec évidemment toujours le bon côté et le mauvais côté des choses, puisque on peut aussi parler de transition numérique. Et il y a des gens qui disent que la transition numérique amène un effondrement écologique et sociétal. Donc là, on est vraiment à l'aube d'un bouleversement en quelques années, alors qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de grandes transformations qui ont mis des dizaines, des centaines ou des milliers d'années à se mettre en place. Et là, effectivement, on est dans un monde où tout s'accélère, tout devient complexe et à certains moments, tout devient confus. Donc on ouvre un petit peu le débat autour de tout ça. Il y a différents intervenants qui vont répondre dans différents domaines. Et puis on vous invite bien sûr ensuite à échanger avec nous, à partager sur toutes ces questions qui sont vraiment fondamentales et dont on ne mesure vraiment pas les implications quasi immédiates, notamment sur l'usine du futur, comment ça va modifier les façons de travailler, les façons d'apprendre. Moi j'étais ce matin à l'université d'Avignon, il y a aussi une réflexion, comment aussi on forme des gens, des ingénieurs, des chefs de projet, qui ne sont pas des gens qui gèrent juste une partie d'un projet, mais qui ont une culture qui leur permet d'appréhender des projets complexes dans toutes leurs composantes, y compris pour les entreprises ici de Vaucluse. Je pense qu'il ne faut surtout pas qu'elles se referment sur elles-mêmes, il faut qu'elles s'ouvrent, qu'elles apprennent à travailler ensemble, à partager les expertises, parce qu'aujourd'hui, tout seul, on ne peut rien faire. Je crois qu'on est dans un monde où il faut partager, il faut échanger, il faut mutualiser, et tout va très très vite. Donc toutes ces composantes-là sont passionnantes, et donc je vais peut-être laisser la parole à notre premier intervenant. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je me présente, Daniel Frolicher, je suis le correspondant régional d'une structure dont vous voyez le logo ici à gauche, qui s'appelle l'Alliance Industrie du Futur. Et donc je suis chargé par Pierre d'introduire un peu ce séminaire avec la vision relativement industrielle. Je sais que vous allez aller bien au-delà de l'industrie du futur. Donc pour démarrer, comme dans toute gestion de projet, la première étape est toujours de définir le rêve. Nous allons démarrer par une vidéo qui est déjà un peu ancienne, je pense que certains d'entre vous l'ont vue, mais elle est toujours aussi bien faite et elle nous permet... je dois accéder à l'ordinateur. Donc cette vidéo va vous permettre, je dirais, de visualiser un peu le rêve de l'industrie du futur. Et donc, par la suite, on rentrera un peu dans le détail. Pour les personnes qui sont debout, il y a encore, bien que ce soit le premier rang, il y a encore des chaises. N'hésitez pas. Je ne sais pas pourquoi le lien ne fonctionne pas, mais bon, il est trop tard pour régler le problème. Voilà, on est vraiment dans l'industrie, excusez pour les personnes qui ne sont pas
industrielle. À mon avis, c'est un excellent exemple pour vraiment illustrer ce sur quoi nous travaillons. Ces dernières décennies, l'évolution de la technologie s'est accélérée. Dans un monde ultra connecté, les consommateurs sont en attente de solutions immédiates et personnalisées. C'est pour satisfaire nos clients et anticiper ces nouveaux besoins que nous avons préparé l'usine du futur. Chaque commande passée déclenche en temps réel l'ordre de fabrication du véhicule. C'est au centre de pilotage que son ordre et sa date de passage sont programmés. Le client reçoit une notification de la date de livraison prévisionnelle de son véhicule. La commande des pièces est automatiquement envoyée au fournisseur et leur réception est programmée en fonction de la date de livraison prévue. L'acheminement et le stockage des pièces sont entièrement automatisés, parfaitement fluides et flexibles. Découvrons ensemble notre usine du futur. Les espaces de travail sont dégagés. Les tâches lourdes assurées par des robots et les contrôles qualité sont effectués automatiquement puis validés par les opérateurs. À l'atelier ferrage, un contrôle total de la géométrie des pièces est effectué grâce à un pointage laser. Ultra connectée, l'usine du futur se passe de papier. Toutes les informations sont stockées, analysées et échangées en temps réel. Si une dérive même minime est détectée, l'information de correction est automatiquement envoyée vers le robot à l'origine du problème, qu'il soit dans l'usine ou chez un fournisseur. À l'atelier peinture, le système d'impression permet une personnalisation sur mesure dans le flux de production. Dans les zones de kitting, opérateurs et robots constituent le kit de montage dont la composition varie selon la demande client. Le full kitting est massivement déployé dans nos ateliers pour garantir la flexibilité. Le kit rejoint ensuite le véhicule qui s'insère dans la ligne en épi. Au montage, la ligne principale rassemble les opérations communes à tous les véhicules et des flux dérivés permettent de gérer de manière fluide la diversité des équipements. La réalité augmentée permet à nos opérateurs d'être formés en continu. Leur polyvalence est renforcée. Sur la ligne en épi, la mise en production de nouveaux modèles est facilitée par les échanges en temps réel entre l'usine et la conception. Aucun de nos robots, ni au ferrage, ni au montage, n'est fixé au sol. Nous pouvons les déplacer sans contrainte. L'usine du futur, c'est l'alliance de la technologie et de l'humain au service de la flexibilité. Revenons à notre client. Sa commande est prête. Il peut venir chercher sa voiture en concession, sur un parc local ou directement à l'usine, où nous sommes heureux de lui faire découvrir son nouveau véhicule. L'usine du futur commence aujourd'hui. Voilà, donc bien entendu, c'est le rêve. Bon, c'est pas applicable à toutes les PME du Vaucluse, mais je dirais ça permet de nous focaliser sur les objectifs à suivre. Je m'excuse, je dois faire un peu de manipulation parce que j'ai des petits problèmes justement techniques. Donc, entrer dans le futur passe effectivement par un certain nombre de réflexes qui sont liés à à ce qu'on appelle des briques technologiques. Pour parler d'industrie du futur de façon la plus pertinente possible, donc l'AIF a souhaité, comme on le fait souvent dans ces cas-là, donner une définition. Et pour donner une bonne définition, il faut qu'elle soit la plus simple possible pour être mémorisée, mais il faut également qu'elle soit à tiroir pour qu'on puisse effectivement déployer des concepts derrière cette définition. Donc la définition retenue par l'Alliance Industrie du Futur, pour définir ce que c'est qu'une industrie du futur, c'est qu'elle soit optimisée, connectée et créative. Donc ça, c'est valable effectivement pour une industrie, pour une PME, mais je pense que c'est valable également pour d'autres structures. Donc on va reprendre ces trois tiroirs les uns après les autres. Voilà. Donc industrie connectée, je dirais que c'est l'essentiel du séminaire d'aujourd'hui. C'est tout ce qui est lié au numérique, tout ce qui est lié
au fait que tous nous vivons aujourd'hui dans un monde où il y a de plus en plus d'outils de communication. Et donc l'industrie n'échappe pas à cet environnement. Et donc on a effectivement aujourd'hui dans les entreprises qui sont des entreprises de pointe, on appelle ça les vitrines de l'industrie du futur à l'AIF, on a des produits et des objets connectés. Vous allez voir ça tout à l'heure dans la deuxième partie de l'après-midi. Il y a également des machines communicantes, c'est-à-dire qu'au niveau des ateliers des entreprises, je dirais aujourd'hui un peu au top, les machines n'ont plus besoin de l'homme pour échanger entre elles. J'ai un exemple assez extraordinaire qui est la société SNR à Alès, dans le Gard, où un îlot de production est composé de 20 machines, dont 6 robots, qui travaillent indépendamment de l'intervention humaine, puisqu'il n'y a qu'une seule personne pour faire tourner cet îlot de production avec 20 machines, dont 6 robots. Donc les machines communicantes, c'est quelque chose, effectivement, qui se généralise dans l'industrie. Usine étendue, c'est une notion évidente également, compte tenu de la mondialisation. Dans un groupe, dans une holding, souvent, toutes les entreprises ont le même ERP, c'est-à-dire le même logiciel de gestion. Et bien entendu, il faut que ces différents établissements puissent dialoguer entre eux et de façon excessivement pertinente. Des services qui collaborent dans une chaîne numérique, évidemment, pour contacter le client, pour contacter le fournisseur, pour, comme je viens de le dire, contacter les collègues, pour échanger, je dirais, de façon la plus efficace possible. Aujourd'hui, on établit ce qu'on appelle des chaînes numériques avec un certain nombre d'outils que vous allez revoir tout à l'heure. La notion d'homme augmenté est également très importante. Vous avez certainement dû voir un certain nombre de communications avec ou de films de science-fiction, puisqu'on le trouve également là-dedans. On trouve, je dirais, des travailleurs au poste de travail avec des bras articulés, on appelle ça des cobots, qui leur permettent, je dirais, de travailler dans des conditions améliorées. Un écosystème en réseau, là, ça s'impose également, donc Internet et, je dirais, tout ce qui est lié au nouveau monde de la communication. Donc l'industrie connectée, c'est la vision la plus connue, la plus récente, mais il y a d'autres choses qui datent de plus longtemps et qui sont aussi importantes. C'est l'industrie optimisée. Alors pourquoi l'industrie optimisée ? Parce que depuis très longtemps, les entreprises sont soumises à des concurrences internationales et la seule façon pour elles, je dirais, de se battre face à cette concurrence qui est souvent, je dirais, un peu déformée par les coûts du travail, c'est l'innovation. Donc l'industrie, et en particulier les PME françaises, se doivent non seulement d'innover avec leurs produits, sans cesse, tous les jours, doivent s'équiper des procédés les plus efficaces pour être performantes, doivent avoir une supply chain réactive, et ça c'est souvent une chose que l'on néglige, parce que la performance de l'entreprise n'est pas uniquement liée à ses murs, mais liée également à ses relations avec les fournisseurs et les clients. Avec les clients pour avoir, je dirais, les bonnes informations pour répondre à leurs demandes, et avec les fournisseurs, bien entendu, pour recevoir les composants qui sont nécessaires à la mise en œuvre du produit. Je dirais les concepts de conception ouverte et collaborative, ça c'est relativement récent également, mais c'est très important dans des filières telles que l'on a vu dans le film précédent, c'est-à-dire la filière automobile, puisque on a dans ce genre de filière ce qu'on appelle des entreprises de rangs successifs, c'est-à-dire rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, et on s'est rendu compte depuis quelques années qu'il était nécessaire d'aller chercher les savoir-faire à tous les niveaux, à tous les rangs de la filière. C'est-à-dire que, en fait, les compétences existent en rang 1, c'est-à-dire le fournisseur de Peugeot, pour ne pas le citer, mais il y a aussi
des compétences qui existent chez le rang 2, le fabricant d'ensemble, qui va fabriquer par exemple le phare. Il y a des compétences au niveau du rang 3, le fabricant de la coque, de la petite ampoule qui va à l'intérieur du phare, etc. etc. D'où l'idée qui est développée depuis quelques années déjà, je le répète, de conception collaborative et donc de conception à tous les niveaux de la filière, pour aller chercher jusqu'au fabricant du plus petit composant les compétences qui vont permettre d'optimiser l'ensemble de la chaîne. Utilisation des ressources au plus juste, ça c'est évident. Donc les problèmes de ressources, c'est les problèmes, je dirais, des énergies, c'est le problème des matières premières, tous ceux dont on parle depuis maintenant longtemps, et qui sont de plus en plus une condition sine qua non d'une industrie qui est optimisée. Performance économique optimisée, c'est un peu la conclusion de cette diapo, c'est-à-dire que l'entreprise va être une industrie du futur si elle travaille tous les jours à l'amélioration de sa performance économique et de sa performance industrielle. Troisième volet, créative. Donc créative, c'est un autre aspect, je dirais, de la réponse à la concurrence internationale. Donc pour pouvoir, je dirais, encaisser le coût du travail dans des pays tels que la France, il faut que les produits évoluent avec la demande du client. Il faut que les produits correspondent non pas, je dirais, à des réponses technologiques, mais à des usages réclamés par le client, et soit délivrés, soit livrés en complément de services qui va encore améliorer la réponse du client. Donc on livre une voiture, mais on livre également du SAV, on livre une machine, mais on livre également de la maintenance à distance, etc. Dans les procédés et les matériaux, ça vous le vivez au quotidien, enfin, en tout cas ceux d'entre vous qui sont liés à l'industrie. Et les matériaux, donc des matériaux nouveaux, c'est tous les jours qu'aujourd'hui on met en œuvre des matériaux nouveaux. Les modes d'organisation et l'utilisation des ressources, j'en ai parlé tout à l'heure. Les organisations industrielles évoluent également au quotidien vers davantage de transparence, moins de hiérarchie, gestion de projet. Bon, ça date pas d'aujourd'hui, hein, les évolutions datent de plusieurs années, mais il faut les accélérer parce que toutes les entreprises n'ont pas pris les virages qui sont nécessaires à l'amélioration de leur organisation. Prise en compte de la qualité de la vie au travail et du facteur humain, bien entendu l'homme au centre de la performance industrielle, ça reste vrai, même si ça paraît un peu du politiquement correct, ce n'est pas vrai. La plupart des chefs d'entreprise que je rencontre me disent que leur priorité, c'est pas la techno, c'est l'homme au poste de travail. Stratégie, business model. Donc ça, c'est la notion de stratégie, c'est un peu un gros mot dans la plupart des entreprises françaises. Elles ont, depuis très longtemps, souvent négligé les aspects stratégiques. Donc ça change depuis quelques années, mais souvent, quand on interroge, et je l'ai fait pendant des années, des chefs d'entreprise sur leur stratégie, ils n'ont pas une vision claire de leur stratégie. Alors on parle de tête dans le guidon, etc., etc. C'est toujours vrai. Il n'empêche qu'une entreprise performante, donc une entreprise industrie du futur, est une entreprise qui a perfectionné et qui a établi une stratégie à moyen long terme. Intégration des derniers développements de R&D, c'est tout à fait lié, je dirais, à l'origine du message. C'est-à-dire que pour, je dirais, réussir à avoir des produits performants, à coller aux besoins du client, à offrir des services pertinents, etc., etc., je dirais, il faut que l'entreprise soit sans cesse à l'écoute de la recherche et développement et à l'écoute, je dirais, de la façon dont évoluent les métiers qui la concernent. Et donc, avec mon autre casquette de délégué régional du CETIM, Centre technique des industries de la mécanique, mon rôle est effectivement de sensibiliser les chefs d'entreprise ressortissantes du CETIM, je dirais, des derniers développements, de la recherche et développement. Donc ça, c'est effectivement important. Donc connecter, optimiser, créative, c'est une définition, c'est peut-être pas la meilleure, mais elle a comme avantage d'être simple à retenir et effectivement de couvrir
un certain nombre de concepts qui sont des concepts relativement pertinents. Alors, pourquoi aller dans l'industrie du futur ? Il y a des bonnes raisons d'y aller. Il y a ce monde qui change et que nous vivons tous au quotidien. Et ce monde change de plus en plus vite. La vitesse d'évolution des technologies, des besoins évolue de plus en plus vite. Il y a une volonté politique extrêmement forte. Je dirais depuis, je crois qu'on peut remonter aux 3 derniers ministres de l'industrie. Chacun a porté l'industrie du futur d'une façon ou d'une autre. Donc ça a évolué. Chacun a évoqué les choses à sa manière. Mais il n'empêche que depuis une dizaine d'années, il y a une volonté politique forte au niveau de l'État pour faire en sorte que l'industrie redevienne une priorité nationale. Et je souhaite que ça continue. Des enjeux pour chaque entreprise, je les ai passés en revue tout à l'heure. Il y a la concurrence internationale, c'est pas nouveau. Il y a la compétitivité, il y a tout un tas de choses qui fait que chaque entreprise doit se remettre en cause assez régulièrement, voire quotidiennement, pour assurer sa pérennité. Un enjeu pour chaque territoire, ça c'est également vrai, et c'est en particulier d'autant plus vrai que depuis 2 ans que la régionalisation s'est mise en place. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des grandes régions qui, depuis une loi qui s'appelle la loi NOTRe, sont responsables de leur développement économique. D'où l'idée pour chaque territoire, donc chaque région, de s'approprier des enjeux de développement économique et de mettre en place les réponses à ces enjeux. Et donc, en PACA, je dirais que les choses ont été mises en place par l'ancien président de région qui s'appelle M. Estrosi. Et donc, ça s'est manifesté sous la forme d'OIR. Certains en ont peut-être entendu parler. Nous avons créé en PACA des priorités régionales qui correspondent à des filières d'excellence. Et donc, il y a 2 ans, M. Estrosi a présenté les priorités de PACA. Et bien entendu, je ne vous cache pas que j'ai été ce matin-là extrêmement satisfait de voir que sur ce kakémono, l'industrie du futur était en premier sur la liste. Bon, il n'empêche que, évidemment, les thérapies innovantes, les énergies, l'industrie navale, la logistique, etc., tout ceci a une place importante dans les réflexions de notre conseil régional, mais il n'empêche que c'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai vu que l'industrie du futur était le premier OIR, objet d'intérêt régional, donc priorité 1 de la région. D'où tout l'intérêt, je dirais, des efforts des uns et des autres pour aller dans ce sens, et en particulier ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, au niveau de la méthode, nous avons souhaité, au-delà de la définition qui est importante, expliquer aux chefs d'entreprise et à tous ceux qui s'intéressent à l'industrie du futur qu'il y avait un certain nombre de leviers de compétitivité pour progresser. Donc le premier levier, j'ai des petits soucis avec ma petite zapette. Voilà, le premier levier, c'est le composant de base. C'est le composant de base dont vous allez reparler tout à l'heure avec les intervenants qui vont me succéder, c'est-à-dire les objets connectés et tout ce qui est lié à l'Internet industriel. Donc ça, c'est l'ordinateur qui est dans l'atelier. C'est les écrans qui sont dans les ateliers et qui affichent en temps réel les performances, je dirais, des équipes en termes de temps de fabrication, etc., etc. Ça, c'est devenu la brique, je dirais, un peu essentielle des progrès des entreprises. Il y a, au-delà de ces petits outils, il y a bien sûr les technologies de production avancée. Assez régulièrement, il existe ou il apparaît des technologies de production qui amènent une amélioration de la performance. Bon, celle qui est la plus connue et celle dont on parle assez régulièrement depuis quelques mois, c'est ce qu'on appelle la fabrication additive. Donc fabrication additive, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de tout le monde la pression 3D. Ça veut dire, au lieu de fabriquer une pièce en l'usinant, c'est-à-dire en enlevant du copeau, fabrication soustractive,
on a une fabrication qui est additive, c'est-à-dire que couche par couche, on va, je dirais, ajouter de la matière de telle façon à avoir un produit qui est réalisé beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus économiquement et techniquement beaucoup plus intéressante que par fabrication soustractive. Donc vous en entendrez parler encore dans les années qui viennent. On démarre seulement cette nouvelle technologie. Bon, il y en a d'autres, hein. Il y a la robotisation, il y a tout ce que vous allez voir tout à l'heure avec les intervenants suivants. Mais je dirais que celle qui est la plus importante et celle qui va amener vraiment une révolution dans nos industries, en tout cas manufacturières, c'est la fabrication additive. Levier de compétitivité suivant, c'est la nouvelle approche de l'homme au travail. L'amélioration, l'industrie du futur se situe au niveau des conditions de travail, je dirais, des hommes dans les ateliers. Bon, évidemment, vous allez me dire, dans des ateliers qui sont entièrement robotisés, comme chez SNR, l'exemple que je citais tout à l'heure, c'est moins important. Mais malheureusement ou heureusement, enfin, chacun voit midi à sa porte à ce niveau-là, il y a encore quand même beaucoup, je dirais, d'hommes dans les ateliers. Et c'est, je dirais, l'amélioration des conditions de vie, des conditions de travail qui contribue assez largement à la progression de ces entreprises. Donc ça reste très très important, même si, a priori, on se donne, à mon sens, pas encore tous les moyens pour atteindre cet objectif. Encore au-delà, il y a des choses un peu particulières qui sont encore relativement rares, malgré, je dirais, des investissements importants. C'est tout ce qui est usine, ligne, îlot connecté, piloté, optimisé. Donc je ne reviens pas sur mon exemple de SNR. On a un autre exemple dans la région que tout le monde connaît qui s'appelle Airbus Hélicoptère. Donc il y a chez Airbus Hélicoptère une ligne de fabrication d'hélicoptères qui est totalement automatisée, pilotée par, je dirais, par des moyens informatiques extrêmement élaborés. Et cette ligne de fabrication a été labellisée vitrine du futur récemment. Au-delà, donc on agrandit encore la sphère. Il y a les relations clients-fournisseurs intégrées. Donc ça veut dire que globalement, comme je le disais à l'instant, la performance n'est pas dans les murs de l'entreprise. Elle est largement dans une sphère beaucoup plus grande, avec les relations améliorées avec ses clients et avec ses fournisseurs. Donc avec les clients, je dirais c'est relativement facile et c'est relativement courant, puisqu'il y a la pression, bien entendu, du client. Malheureusement, quand je fais le bilan avec les chefs d'entreprise que je rencontre, du côté fournisseur, c'est beaucoup moins évident. C'est-à-dire que la relation client-fournisseur, donc la relation de l'entreprise avec ses fournisseurs, je dirais, est toujours, à mon avis, relativement dégradée et elle est souvent basée sur le prix, alors que c'est loin d'être le bon levier pour améliorer la performance globale. Et enfin, le dernier levier, le levier compétitivité très, très philosophique, c'est ce qu'on appelle les nouveaux modèles économiques et sociétaux qui indiquent que l'entreprise évolue dans un environnement, dans une société dont elle n'est pas indépendante. Et tout ce qu'elle fait, toutes les actions qu'elle mène doivent tenir compte, je dirais, des besoins et des priorités, je dirais, de cet environnement. Le plus clair, le plus évident, c'est lié, je dirais, au réflexe écologique, c'est-à-dire l'entreprise ne doit pas altérer, je dirais, l'environnement qui est autour d'elle. Et comme vous le savez, c'est depuis quelques années, je dirais, une pression extrêmement forte sur les entreprises. Voilà, donc c'est la façon dont l'Alliance Industrie du Futur a souhaité aborder l'accompagnement des entreprises, en partant, je dirais, bien entendu, de la brique la plus élémentaire et en évoluant en fonction des besoins de l'entreprise vers sa situation optimisée dans son environnement. Bien entendu, ce sont des choses qui sont plus ou moins, je dirais, importantes, plus ou moins évidentes en fonction de la taille de l'entreprise.
mais toute entreprise peut quand même se retrouver dans ce schéma. Il suffit d'avoir l'ambition, effectivement, de voir loin pour l'entreprise. Et je dirais que le chef d'entreprise se doit de voir loin, puisqu'il est garant de la pérennité de sa société. Donc tout ceci passe par la vedette du jour. La vedette du jour, c'est effectivement le numérique. Et donc, on a beau être contre, on a beau, je dirais, pester contre l'omniprésence du portable, l'omniprésence de l'ordinateur, etc., etc., je dirais, c'est quand même l'outil qui permet aujourd'hui l'amélioration de la performance. Alors j'ai un petit film qui nous présente ça et qui va vous donner des idées un peu plus claires sur... Alors, donc là c'est mon petit problème de liaison. L'industrie aussi, pour satisfaire la demande, elle mise sur l'innovation, la collaboration et le numérique. Aujourd'hui, tout le monde veut bénéficier des dernières innovations techniques. Il faut développer sans cesse de nouveaux produits, développer de nouvelles versions et les mettre sur le marché le plus tôt possible. Pour être plus efficaces et plus réactifs, les industriels travaillent ensemble au sein de réseaux locaux et même mondiaux. Enfin, le numérique est partout dans notre vie. Il bouleverse nos façons de travailler, de communiquer et de consommer. Pour une PME, numériser, c'est partager sans erreur avec ses partenaires et viser le juste nécessaire en optimisant les conceptions et en réduisant le nombre de prototypes et d'essais. C'est aussi un moyen d'attirer les dernières générations avec des outils modernes. Mais surtout, celles qui se numériseront pourront prendre plus de place dans les chaînes de valeur. Les autres compromettent leur avenir. Les PME industrielles doivent donc mettre du digital à toutes les étapes de leur processus. Comment ? En adoptant, pour commencer, les outils numériques au service de la conception. Première étape, essentielle, investir dans une CAO 3D. Aujourd'hui, les modèles 3D sont au centre de tous les outils numériques. Pour dialoguer avec ses clients et ses fournisseurs, une PME doit intégrer cette base de conception incontournable. Ces pièces mécaniques existantes peuvent aussi être numérisées avec des outils de reverse engineering. Ces outils sont disponibles. Plutôt qu'investir, une petite structure pourra faire appel à un prestataire de service pour traiter ces pièces. Une fois les pièces numérisées, la simulation peut reproduire par le calcul le comportement des produits. D'abord en simulant un domaine, mécanique du solide ou des fluides, thermique, électrique, électromagnétique, chimique, puis plusieurs à la fois. C'est la simulation multiphysique qui permet d'affiner ces conceptions. Parallèlement, les simulations de procédés permettent de gagner du temps en anticipant l'usinage de pièces ou le fonctionnement d'une installation et de la mettre au point avant de la construire. Toutes les entreprises n'auront pas besoin de tous ces outils, mais pour celles qui se lancent, cette démarche doit être progressive et nécessite un accompagnement par des experts. Pour faire encore plus grâce au numérique, les outils de modélisation système permettront demain de simuler le fonctionnement d'un produit, d'un équipement ou d'une ligne de production virtuelle. Et les outils de réalité virtuelle en 2D sur un écran et en immersion 3D, encore en test chez des pionniers, deviendront pour certains des outils quotidiens pour voyager au cœur de leurs produits et les optimiser. Comment aller plus loin ? Notamment en travaillant sur la simulation multiphysique. La simulation multiphysique, ça progresse tous les jours. D'abord au niveau des modèles, qui sont de plus en plus fidèles et qui couvrent des domaines de la physique de plus en plus complexes. Ensuite au niveau des solveurs numériques, qui sont de plus en plus stables et de plus en plus rapides. Et puis on a les progrès quotidiens en termes de puissance de calcul des moyens informatiques. L'avènement du cloud computing, qui va aussi dans ce sens, et qui va permettre l'utilisation de plein de logiciels, dont les logiciels de simulation, par des tablettes ou des smartphones. Avec tout ça, on imagine que demain, la plupart des fournisseurs de composants disposera de modèles comportementaux
de toute leur gamme de produits, qu'ils pourront échanger très facilement avec les intégrateurs, de sorte à constituer un modèle complet d'une machine complexe et de remplacer les prototypes réels par des démonstrateurs virtuels. Incontournables dans l'industrie du futur, les outils numériques constituent une des clés d'une conception plus rapide et plus efficace. Et demain, les progrès des algorithmes de simulation, la montée en puissance des moyens de calcul et la généralisation des équipements de réalité virtuelle mettront cette technologie à la portée de plus en plus d'entreprises. Voilà pour le numérique. On va reprendre le fil de la présentation. Donc ce numérique est extrêmement important. Et je ne sais pas si vous l'avez entendu au niveau du commentaire, la personne qui faisait le commentaire dit à un moment que les entreprises qui ne prendraient pas, si c'est pertinent bien entendu, ne prendraient pas le virage du numérique se retrouveraient très en difficulté assez rapidement. Il y a un chef d'entreprise de la région qui n'a pas hésité à dire lors d'une réunion il n'y a pas très très longtemps qu'une entreprise qui ne se mettrait pas au niveau du numérique ne verrait pas les années 2020. Donc c'est extrêmement important, mais vous allez en reparler tout à l'heure. Donc quelques exemples, mais là je vais aller plus rapidement parce que le temps tourne. Donc les produits connectés, vous les connaissez tous, il s'agit, je dirais, de capteurs. Donc au CETIM, nous travaillons depuis plusieurs dizaines d'années sur l'amélioration de la performance des équipements mécaniques grâce aux capteurs. Il y a bien sûr toute l'électronique. Il y a la flexibilité des machines. Donc ces fameuses machines qui travaillent toutes seules, qui n'ont plus besoin de l'homme pour prendre des décisions, qui réfléchissent et qui intègrent des actions collectives, des actions correctives, automatiquement, et tout ce qui est lié à l'informatisation de la société. Donc j'ai un autre film assez intéressant à vous montrer, qui est lié à ce genre de choses. Donc là, je vais directement sur YouTube, sachant que pour information, tous les films que je vous montre sont disponibles sur YouTube. Comme quoi, ça ne sert à rien de faire des essais, puisque ça marche un moment, et puis ensuite, au moment de la démonstration, tout à l'heure, ça a démarré tout seul. Voilà. Alors c'est un exemple, vous allez en reparler tout à l'heure, c'est tout ce qui est lié à la maintenance connectée, qui est, je dirais, un enjeu extrêmement fort pour la plupart des entreprises industrielles aujourd'hui. Le monde change, l'industrie aussi. Pour atteindre le zéro défaut et le zéro panne, elle mise sur l'instrumentation, le numérique et les services. Dans un univers très concurrentiel où la production est continue, les industriels doivent pouvoir compter sur leur outil de production à chaque instant. Ils exigent un taux de disponibilité maximale des machines pour réduire leur coût d'exploitation. Ils doivent aussi garantir la sécurité des équipements et éviter toute défaillance qui pourrait mettre en danger les employés. Quant aux clients, ils ont besoin de transparence et d'être assurés d'obtenir leurs commandes dans les temps. L'objectif à atteindre, connaître en permanence l'état de santé des machines, anticiper les pannes et, quand c'est nécessaire, intervenir vite, au meilleur moment et dans les meilleures conditions. La production programmée n'est pas perturbée, c'est de la productivité en plus et des économies pour l'entreprise.
Et pour un fournisseur, c'est une opportunité de développer son business et de se différencier en vendant un service lié à l'usage des équipements. Comment? En adoptant les technologies de maintenance connectée. La maintenance connectée, c'est une maintenance qui tire parti des objets connectés et des dernières technologies numériques. Les outils d'intervention connectés, le condition monitoring et la gestion de données avancées. Pour gagner du temps et faire moins d'erreurs, les outils des techniciens se perfectionnent. Leurs instruments de mesure deviennent des capteurs connectés qui leur apportent des informations supplémentaires sur place ou à distance pour faire le bon diagnostic et prendre la bonne décision. Avec un smartphone ou une tablette connectée à un système central, ils disposent des bonnes données au pied de la machine. Et, si nécessaire, un expert les seconde à distance grâce à la réalité augmentée. Avec le condition monitoring, doté de capteurs intégrés et d'instrumentation complémentaire, les machines récoltent elles-mêmes les données sur leur état. Niveau et qualité d'huile, effort, vitesse, température, pression, vibration, tout est surveillé et mesuré. Connectés au bus de terrain, ces capteurs détectent des défauts et des paramètres de fonctionnement, alertent à la moindre panne et remontent même des informations sur leur niveau d'usure ou d'encrassement. Les informations sont traitées par un système centralisé pour programmer les interventions, alerter les opérateurs à distance en cas de défaillance, voire détecter les signes avant-coureurs de panne. On parle de maintenance prévisionnelle, voire anticipée. Les applications de gestion de la maintenance sont déjà capables de programmer des interventions en fonction des charges futures des équipements. En lien avec la logistique et l'ERP, la gestion des pièces détachées peut aussi être intégrée dans la boucle. À condition de maîtriser les aspects sécurité, la télémaintenance devient aussi possible grâce à la gestion de données avancées. Enfin, l'analyse prédictive et la modélisation permettent de créer un double numérique des équipements pour prévoir avec fiabilité les événements à venir. On peut prendre des décisions toujours plus pertinentes et optimiser la chaîne de production réelle. Comment aller plus loin? Notamment en travaillant sur les objets connectés. Avec les avancées des technologies de surveillance, on évolue d'une maintenance curative à une maintenance conditionnée à l'état de la machine, voire à une maintenance prévisionnelle. Demain, ces machines seront autonomes, capables de reconnaître elles-mêmes les signes annonciateurs de leur défaillance et de programmer les opérations de maintenance à réaliser, tout en optimisant leur production. Les constructeurs pourront alors s'engager directement sur un taux de disponibilité de ces machines. Cela implique toutefois des développements, d'une part, d'objets connectés et de capteurs autonomes communicants, intégrés dans les composants, ou encore de capteurs virtuels, pour remonter des informations justes, les traiter et les partager. C'est le monde du big data. Cela nécessite aussi des développements d'outils d'analyse de ces données pour identifier les prémices des pannes, y compris par apprentissage, en local sur les machines ou sur un serveur distant. C'est le monde du smart data. Et tout cela devra être disponible en temps réel et nécessitera bien sûr l'utilisation d'outils de cybersécurité. La maintenance connectée, c'est donc l'instrumentation des machines, l'analyse des informations et les moyens de communication sécurisés. C'est l'une des clés d'une maintenance prévisionnelle complète et de l'optimisation des lignes de production. Et demain, le smart data, les communications en très haut débit et la sécurisation des flux des données permettront de récupérer encore plus des données des machines pour d'autres applications. Il est bien évident que ça paraît extrêmement ambitieux, mais je vous assure que c'est fait à part. Ce film a été tourné dans des entreprises qui mettent en œuvre, je dirais, ce genre de technologie. Donc, c'est pas de la science-fiction. Donc, il me reste 5 minutes, donc je vais accélérer encore davantage. Donc, les objets connectés, l'Internet industriel. Donc, les technologies de production avancées. Donc, je vais faire l'impasse sur le petit film sur la robotique avancée. Je pense que la plupart d'entre vous sont convaincus de l'intérêt de la robotisation dans une entreprise. Donc,
technologie de production, il n'y a pas que des machines, il y a également effectivement les procédés éco-responsables qui vont dans le sens, je dirais, de la protection de l'environnement. J'accélère. Donc derrière les nouvelles approches de l'homme au travail, donc je vous ai parlé des cobots tout à l'heure, ils sont là. Il y a les applications mobiles, vous allez en reparler tout à l'heure à 15h. Il y a l'assistance cognitive, vous l'avez vu dans le film. Et puis il y a, je dirais, l'organisation du travail plus globalement. Je continue à accélérer. Donc les îlots connectés, donc là je ne vais pas m'appesantir, sauf pour, je dirais, faire un petit clin d'œil à M. Lyotard qui va intervenir tout à l'heure. Je pense qu'il est dans la salle. Non, pas encore. Il est en bas. Donc société ERM, donc une société de chez nous, qui figure bien entendu, compte tenu des compétences affichées sur ce diaporama, d'autant plus qu'il est ressortissant CETIM. Je ferme la parenthèse. Donc derrière cela, j'ai encore des exemples sur la relation client-fournisseur. J'ai fait les commentaires tout à l'heure, je n'y reviens pas. Les nouveaux modèles économiques et sociaux. Donc là, je vais me permettre de prendre encore quelques minutes pour vous montrer un petit film qui parle, je dirais, d'un aspect stratégique de la gestion industrielle auquel je suis excessivement attaché, puisque j'ai travaillé 5 ans sur le sujet. Donc je vais vous le passer très rapidement, il y en a pour quelques minutes. Ça c'est excessivement important. Les stratégies industrielles aussi. Aujourd'hui, les attentes des leaders de marché sont globalisées. Ils demandent toujours plus. Plus de compétences, des produits et services élargis, plus de capacité de production, plus de garanties. La pression est donc forte pour les PME françaises, fournisseurs de ces clients exigeants. Pour se démarquer, il faut donc innover toujours plus et rassurer les clients en changeant d'échelle. Pour cela, la croissance interne est efficace, mais lente, et elle peut fragiliser une petite structure. La croissance externe est une autre solution, mais demande des moyens souvent hors de portée d'une PME. La solution alternative, les alliances, car l'union fait la force. Les alliances d'entreprises sont multiformes. Selon le but à atteindre, différentes possibilités se présentent. Association d'acteurs du même domaine pour atteindre une taille critique, ou combinaison de savoir-faire complémentaires pour enrichir une offre existante ou pour innover à la conquête de nouveaux marchés. La synergie, c'est justement la forme choisie par 3 entreprises complémentaires en Normandie. Un bureau d'études, ActiveTech, un électronicien intégrateur, SICAP Électronique, et un prestataire en mécanique, CapMeca. Tous 3 ont créé l'alliance ActiCap. Leur objectif, conjuguer leurs atouts et créer une offre complète, de la conception à la fabrication. On ne peut pas être bon partout. Il faut plutôt essayer de se recentrer sur son métier pour être le plus performant et le plus compétitif possible. Donc aujourd'hui, l'alliance permet de s'ouvrir et permet justement de proposer une offre globale, mais que chacun reste dans son cœur de métier, dans sa spécialisation, pour être le plus performant possible. La plus belle affaire aujourd'hui générée par l'alliance ActiCap a été pour la société Airbus, où on a développé un support de vidéoprojecteur avec écran, de la conception, livraison des prototypes et la production complète d'une série. Automatiquement, ça mène du business supplémentaire, sans générer une charge supplémentaire, donc au final, c'est de la productivité pour l'entreprise. Une alliance peut aussi viser à satisfaire des nouveaux clients. Dans la région lyonnaise, c'est le cas de Phénoware. Cette alliance a permis d'entrer dans un marché de niche international, le phénotypage végétal. Leur credo, proposer aux chercheurs des systèmes complets automatisés pour le développement de nouvelles graines et pour optimiser les semences. Phénoware, c'est une marque qu'on a déposée. On l'a déposée dans le cadre d'une alliance qui regroupait plusieurs compétences. Le métier d'Elcom, à la base, c'est de faire de la mécanique et de transporter des produits. C'est aussi de faire de l'automatisme. Il nous manquait la compétence vision et système lié au végétal pour le pilotage du système. Viewpoint nous l'apporte. Les bénéfices de cette alliance pour Elcom et pour Viewpoint sont avant tout de découvrir un monde qui n'est pas le leur. Elcom a découvert la connaissance d'un monde scientifique, alors que pour Viewpoint, nous avons eu accès à ce monde industriel et la rigueur qui va avec.
C'est un marché sur lequel, sans la partie vision, sans la partie compréhension de ce que recherchent les chercheurs et sans pilotage, Elcom n'aura pas pu aller plus loin dans ce marché. Une alliance permet d'aller plus vite et beaucoup mieux. Une alliance réussie, c'est avant tout une question d'hommes. Il faut que les gens apprennent à travailler ensemble, s'entendent et s'apprécient. Dans une alliance, il y a un point particulier à respecter, comme dans un couple, c'est la bonne écoute et la bonne compréhension des besoins de l'autre. Le deuxième point qui suit, c'est avoir des objectifs communs. Donc objectifs communs et voir comment on peut vraiment avancer ensemble sont pour moi les deux points clés pour avoir une alliance réussie. Le plus souvent, une alliance est donc le fruit d'une démarche volontaire. Elle apporte de la force de frappe et de l'agilité aux entreprises. Mais une telle aventure nécessite d'être accompagnée dans sa préparation et son lancement. C'est l'une des leçons du programme ACAMAS qui a accompagné plus d'1 millier d'entreprises en France. À condition qu'elles fassent preuve d'esprit d'entreprise, d'écoute, de confiance mutuelle, de vision partagée, d'engagement opérationnel et de pilotage permanent. Et demain, la numérisation des chaînes de valeur, le développement des plateformes collaboratives et des outils de réseaux sociaux d'entreprise faciliteront les partages au sein de ces alliances et projets coopératifs associés. Tout ceci pour assurer réactivité et flexibilité. Les alliances constituent donc l'une des clés de la réussite des PME françaises. Une stratégie essentielle pour se développer et rayonner à l'international. Voilà, alors ce concept d'alliance, pour moi, il est essentiel. Je vais vous citer un chiffre. Aujourd'hui, nous en sommes, je crois, aux environs de 1350 entreprises accompagnées dans le cadre de l'opération ACAMAS, donc accompagnement stratégique. Donc nous avons démarré ce programme en 2007. Si on fait le bilan aujourd'hui, 10 ans après, sur les 1300 entreprises, je crois qu'on ne peut que mettre en avant, j'irais, une quinzaine d'alliances réussies. Donc une quinzaine d'alliances réussies sur près de 1350 entreprises accompagnées. Donc c'est clairement, à ce niveau-là, je dirais une faiblesse des entreprises françaises, c'est-à-dire leur, entre guillemets, je ne vais pas être trop sévère, mais leur manque de motivation, leur incapacité, je dirais, à travailler en collaboration avec d'autres entreprises pour monter des alliances. Alors monter une alliance, c'est extrêmement complexe. Il y a une perte d'une certaine liberté, je dirais, d'action pour le chef d'entreprise. Et le chef d'entreprise français, il est souvent, je dirais, très réticent à partager sa stratégie, ses objectifs, etc., voire ses ressources. Mais je dirais que l'alliance stratégique, c'est un des éléments essentiels pour qu'une entreprise puisse, je dirais, se battre au niveau international aujourd'hui, ne serait-ce que compte tenu de la taille moyenne d'une PME par rapport, je dirais, aux autres pays. Vous le savez, la taille moyenne d'une entreprise française, je dirais, c'est de l'ordre de 50 salariés. La taille moyenne d'une PMI en Allemagne, c'est 250. Donc les dés sont pipés déjà au départ lorsque les entreprises veulent répondre à des appels d'offres internationaux. Donc cette notion d'alliance est très importante et, à mon avis, elle est prioritaire, je dirais, dans ce volet des nouveaux modèles économiques et sociaux. Je conclus, parce que j'ai pris largement mon temps. Je vais quand même passer sur deux dernières diapos en quelques secondes pour vous présenter ce que c'est que l'Alliance Industrie du Futur. Bon, c'est une association qui a été créée en 2015 sous, je dirais, l'élan de trois filières. Donc la filière mécanique avec la Fédération des industries de la mécanique, la Fédération de l'électronique et de l'automatisme et la filière du numérique. Donc ces trois filières se sont rassemblées et ont créé donc un outil national à la disposition des entreprises françaises pour les aider, je dirais, à passer les objectifs et les enjeux de l'industrie du futur. Donc, encore plus rapidement, accompagner les entreprises, mettre en évidence et labelliser des vitrines pour communiquer. Donc, pour votre info, dans la région proche, il y a 2 vitrines Industrie du futur en PACA, c'est Airbus Hélicoptère et ST Microélectronics à Rousset.
et une en Languedoc-Roussillon, c'est SNR. Donc il n'y en a que 3. Développer l'offre technologique du futur, on a vu ça. Promouvoir l'offre technologique existence. Donc là, c'est une opération très ambitieuse. C'est celle qui consiste à mettre en valeur tous les offreurs de technologie industrie du futur au niveau national. Hein, donc toutes les entreprises, dont certains font partie dans cette salle, qui ont quelque chose à apporter aux PME pour qu'ils puissent s'approprier des outils industrie du futur. Valoriser l'offre technologique nationale dans la normalisation, je passe. Et puis préparer l'homme, donc tous les aspects formation. Encore une, mais là je vous promets que c'est la dernière. Là, je passe. Voilà, c'est actuellement le plan industrie du futur qui vous concerne en PACA. Donc c'est géré par l'ARI, que certains connaissent sans doute, l'Agence régionale pour l'innovation. Donc il y a un certain nombre je dirais, d'initiatives qui sont à la disposition des PME de la région. Donc il y a du diagnostic et de l'accompagnement. Aujourd'hui, on a accompagné 30 entreprises pilotes et on a un projet de plusieurs millions d'euros pour accompagner 500 entreprises et pas moins de la région dans le sens de l'industrie du futur. Donc ce sont des accompagnements financés par le Conseil régional. Il y a tout ce qui est lié à la formation de tous les acteurs régionaux sur des séminaires. Il y a les aspects formation, il y a l'aspect de l'offre régionale industrie du futur, donc c'est ce dont je viens de parler. Il y a les problématiques industrie du futur en liaison avec les donneurs d'ordre, et vous savez que dans cette région, les entreprises sont très liées à des donneurs d'ordre importants, je ne les citerai pas, vous les connaissez. Valorisation des vitrines, dispositif nouvelles usines. Donc là, c'est un dispositif particulier qui doit aider les entreprises à mettre en place de nouveaux ateliers dans la version industrie du futur. Adhésion à l'OIR, bien entendu, puisque c'est sur la base de ces objets d'intérêt régionaux que la priorité des financements du Conseil régional va aller. Et bien entendu, le marketing. Donc c'est pour aider à la fois régionalement et nationalement de positionner PACA et l'industrie française au niveau international. Et je m'arrête là, Pierre, j'en ai largement assez fait. Merci. Oui. Écoutez, on vous remercie beaucoup. Donc vous nous avez décrit des concepts très aboutis. Et vous nous avez apporté aussi des pistes et des solutions. Mais peut-être que notre auditoire s'interroge par rapport à son cas précis, ou comment, entre des choses très abouties qu'on vient de voir et l'état actuel des choses, comment les entreprises peuvent se projeter dans les modèles qui nous ont été présentés. Donc la parole vous est donnée. Personne veut réagir? Pour lancer le débat, la première question qui m'a été posée à Industria l'année dernière, vous étiez à peu près aussi nombreux que vous, Industria étant le salon de l'industrie dans le 06, qui est organisé par la CCI de la Côte d'Azur. Il y a un chef d'entreprise qui m'a, entre guillemets, presque agressé suite à ma présentation en disant « Mais, monsieur Frolicher, on n'a pas les moyens, je dirais, de mettre en œuvre tout ce que vous dites. Tout ce que vous dites, c'est extrêmement coûteux et personne ne nous aide. » Et il a raison. Il a raison. Aujourd'hui, c'est vrai que les aides financières pour mettre en œuvre, je dirais, des projets aussi aboutis, aussi coûteux, je dirais, sont devenus, avec le temps, ceci est lié à des mécanismes que vous connaissez parfaitement, sont devenus beaucoup plus rares. Il n'en reste pas moins que vous avez deux interlocuteurs essentiels. Vous avez le conseiller régional, donc M. Estrosi, il y a 1 an, a mis en place un guichet unique qui est quand même une progression extrêmement importante pour les entreprises, c'est-à-dire que vous avez un numéro de téléphone à faire pour avoir en face de vous un interlocuteur qui va vous présenter tous les financements possibles aujourd'hui au niveau régional. Donc ça me paraît un progrès important et ça fait, moi je suis dans ce milieu depuis 20 ans, ça fait depuis 20 ans qu'on parle du guichet unique et il a été fait en PACA par M. Estrosi. La deuxième chose le deuxième interlocuteur qui est important, malgré, je dirais, une certaine limite, c'est BPI France. Et donc BPI France, c'est la banque des industriels. Alors, ce que je reproche souvent
à mes interlocuteurs chez BPI France, c'est qu'ils commencent à fonctionner à des niveaux de budget qui sont extrêmement élevés, puisque les projets aidés commencent normalement à 500 000 euros et au-delà. Il y a peu de PME qui peuvent se permettre de lancer des projets de l'ordre de 500 000 euros. Donc effectivement, pour répondre à la question qui m'a été posée à Industria l'année dernière, il y a encore une difficulté liée au financement de toutes ces actions, mais il ne faut pas se décourager, il faut aller de l'avant, il faut interroger je dirais toutes les personnes, toutes les structures, les pôles de compétitivité, les centres techniques, l'ARI, tous ces gens-là sont là pour aider les entreprises à trouver les bons financements. Tout à fait, et puis ça pose peut-être la question aussi de la méthodologie pour l'entreprise. Donc vous avez abordé la question de l'externalisation, recours à des consultants extérieurs, mais ça peut être aussi, comme vous l'avez abordé, le rapprochement entre les entreprises, parce que chacun a des expertises qu'il peut éventuellement mettre en commun pour progressivement arriver à ce type de déploiement. Si vous voulez quand même réagir sur cette thématique. Oui, merci de votre exposé. Vous nous avez fait part de la faiblesse des entreprises en matière de vision stratégique et par ailleurs de leur incapacité ou faiblesse également à travailler en alliance. Et quand on voit la mise en œuvre dans les entreprises que vous préconisez qui part par le bas, alors que la vision stratégique part par le haut sur les 6 items que j'ai plus en tête, mais enfin l'environnement, etc. Et là, on part vraiment du bas sur l'optimisation et l'introduction. Disons que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est une façon un peu pédagogique d'envisager l'industrie du futur. Hein. Ça ne veut pas dire pour autant, parce que bon, j'ai pas pu vous présenter les diapos de type méthodologique, c'est la question que vous posez. Je vous aurais expliqué, en vous montrant les diapos, qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule solution pour aborder les enjeux industrie du futur. Oui, mais pour préciser ma question, pardon. Et je dirais que vous pouvez attaquer par, je dirais, la brique technologique. Il y a environ, je crois, on a identifié environ 35 briques technologiques essentielles pour l'industrie du futur. Vous pouvez attaquer par n'importe laquelle de ces briques technologiques. L'essentiel, c'est de progresser. Voilà. Non, parce que les items étaient un peu englobants les uns des autres. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, en fait, la question précise, c'était est-ce qu'on n'est pas dans une révolution industrielle, enfin, dans une révolution numérique qui empêcherait justement la formulation d'une vision stratégique? Voilà, c'était ma question, plus précisément. Disons que tout ce que je vous présente, c'est réellement des outils. Hein. Des outils qui sont au service, je dirais, de la production, de la communication, etc., etc. Très au-dessus, il y a un chapeau qui s'appelle la stratégie, et c'est ce chapeau qui doit dicter au chef d'entreprise la bonne façon pour lui d'aborder l'avenir. Et je dirais, ça passe par des diagnostics, hein, comme d'habitude, on fait des diagnostics, c'est pas indispensable, mais ça peut passer par beaucoup d'autres méthodes qui peuvent faire, parce qu'elles sont adaptées à la problématique de l'entreprise. Il y a une entreprise de service pour lesquelles l'essentiel, ça va être d'avoir, je dirais, un site internet performant, et vous savez que tous les sites internet ne sont pas performants, et une autre entreprise, ça va être la formation des salariés, parce que cette entreprise a souhaité mettre en place un atelier de fabrication additive alors qu'elle fait de l'usinage depuis 50 ans, je dirais qu'on ne passe pas du jour au lendemain de la fabrication soustractive, là, les petits copeaux, là, les tours et les fraiseuses, à une machine aujourd'hui qui fait de la fabrication additive. C'est totalement différent. Et donc, l'importance pour l'entreprise de la formation va être essentielle, largement au-delà du fait d'acheter la machine qui va bien. Puisque elle a aujourd'hui, enfin la plupart des entreprises aujourd'hui, n'ont personne de formé à cette nouvelle technologie. Donc votre question est tout à fait pertinente. Très bien. Une dernière question peut-être avant d'enchaîner. En tout cas, ça donne de la matière aussi à une réflexion, à aussi des échanges. Peut-être que ça pourra nourrir l'objet d'une prochaine journée ou sur ces thèmes pour essayer de creuser avec vous. Donc le micro ne fonctionne plus. Donc, merci de votre attention. Donc, je suis obligé de vous quitter. Donc désolé de ne pas rester avec vous. J'ai mis ici un certain nombre de cartes de visite. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, rentrez, je dirais, dans le détail d'un certain nombre de points qui vous intéressent. Je suis à votre disposition.
Merci beaucoup.